Donc décidez autrement. Imaginez que cet été, Melinda Gates, Leonardo DiCaprio et Esther Duflo passent 3 jours sur les bords du lac de Côme pour imaginer et penser différemment le problème de la déforestation. Imaginez qu'ils utilisent des outils un peu improbables et que grâce à ces outils, ensemble, ils imaginent des solutions nouvelles qui permettent de combattre de façon efficace les problèmes du réchauffement climatique, de la déforestation, de la pauvreté. Imaginez qu'ils portent ces solutions aux Nations Unies, à la COP. Imaginez que ce n'est qu'un début et que c'est comme ça que commence la transition. C'est de ça dont je veux vous parler. J'étais à la COP 25 à Madrid et nous avons fait une expérience avec la salle où j'ai présenté les travaux. Je vous propose en fait de faire la même expérience, je m'excuse pour la lumière. La première question que je voudrais vous poser, vous connaissez les accords de Paris, vous en avez entendu parler, vous savez que l'objectif est de rester en dessous des 1,5 degré. Je voudrais s'il vous plaît vous demander de vous lever si vous pensez que nous allons arriver à rester en dessous des 1,5 degré. S'il vous plaît? Personne. Très bien. Alors je vais vous poser une deuxième question. Je voudrais s'il vous plaît que vous vous leviez si cet été vous avez entendu parler dans les médias de planter des arbres pour sauver la planète. S'il vous plaît. Très bien. Exact. Merci beaucoup. Merci, on peut éteindre. Eh bien, il s'est passé exactement la même chose à la COP. J'ai eu la chance d'être parmi les auteurs de l'article qui a lancé cette discussion globale. Et ce que je veux que vous compreniez, et ce qu'on a vu là, quand vous vous êtes tous levés, c'est qu'il n'y a pas que vous, il n'y a pas que les gens qui m'ont écouté à la COP, c'est tout le monde. C'est la Commission européenne à Bruxelles. Ce sont mes voisins de table au restaurant à Montpellier. Ce sont les fonds d'investissement texans qui ont écouté. On ne va pas parler de la polémique sur la recherche et comment elle a été présentée. Ce qui m'intéresse ici, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, quand on parle de forêt et d'arbres, le monde est à l'écoute. Et ça, c'est nouveau. Alors autant en profiter. Du coup, je vous invite à faire un tour dans les bois avec moi. Alors autant vous le dire tout de suite, c'est une proposition légèrement malhonnête. Parce qu'on peut faire des rencontres, on peut se perdre, et pour être tout à fait honnête, je vous avoue que j'ai une idée derrière la tête. Mais faites-moi confiance, je promets que je vous ramène à bon port, au même endroit où je vous ai pris. Alors, de toute façon, vous le savez, il va falloir, à un moment ou à un autre, s'écarter des sentiers battus. Pourquoi ? Parce que vous étiez sur cette planète cet été. Vous savez ce qui s'est passé en Amazonie. Vous savez ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est. Vous savez ce qui se passe en ce moment en Australie. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes passés en dessous des seuils des 4 milliards d'hectares de forêt sur la planète. C'est à peu près 30% de la surface des terres émergées. Alors oui, ça n'arrive pas en France, ni en Espagne, où la forêt augmente en superficie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Mais au niveau global, et particulièrement sous les tropiques, la forêt est en recul constant. Et ça a des conséquences préoccupantes sur le climat, bien sûr, mais aussi sur la biodiversité et sur les modes de vie de millions de personnes. Alors ça pose question. Si les forêts sont si importantes que ça, comment ça se fait qu'elles sont en recul ? Et là, je vais vous dire que les chercheurs, on connaît la réponse à cette question depuis plus de 20 ans. Et elle est ici, sur cette photo. J'ai pris cette photo en Amazonie, l'année dernière. Et vous avez ici les 2 raisons pour lesquelles la forêt recule dans le monde, et en particulier la forêt tropicale. Vous avez d'un côté l'agriculture, alors de l'agriculture industrielle, commerciale, ici vous voyez des champs de soja, ça peut être l'élevage, ça peut être l'huile de palme, mais ça peut être aussi la petite agriculture familiale de subsistance et les sartages. Et à côté de l'agriculture, qui est le principal facteur de déforestation, il y a les chemins, vous voyez des silos à grains au fond, les infrastructures, les routes, les chemins de fer, les villes, les barrages, les mines. Et ensemble, ces 2 processus vont main dans la main, puisque une nouvelle route ou un nouveau port va rendre l'agriculture profitable.
et il n'y a pas autre chose à chercher. Quel que soit l'endroit où vous alliez sur la planète, sous les tropiques, si vous voulez comprendre pourquoi il y a de la déforestation, vous devez commencer à regarder par là, puis regarder ensuite les facteurs économiques, démographiques, de gouvernance, de technologie. On est quand même plus efficace avec un bulldozer qu'avec une machette, et les éléments culturels. Mais les chercheurs, nous savons exactement tout ça depuis 20 ans. Donc cette question, elle n'est pas intéressante, finalement. Ce qu'il faut, c'est se poser d'autres questions. Et je vous propose une qui, moi, personnellement, me préoccupe. Sachant pourquoi la forêt recule, comment expliquer que Nestlé, vous voyez ici le siège de la maison mère, Nestlé, le 22 septembre de l'année dernière, a annoncé que sa stratégie pour réduire la déforestation dans sa chaîne de valeur allait échouer. Nestlé, une des institutions les plus puissantes de la planète. Et ils ne sont pas les seuls. Parce que toutes les autres entreprises de l'agrobusiness sont là-dedans. Cargill, Mondelez, PepsiCo, tous ont pris des engagements publics pour diminuer la déforestation et tous échouent successivement les uns après les autres. Et là, je ne parle que des compagnies et je pourrais parler des autres secteurs, la finance, le transport, les emballages. Mais je pourrais aussi parler des gouvernements. La question qui, moi, me préoccupe, c'est comment expliquer que la COP25 accouche d'un non-accord. Comment expliquer que les gouvernements et les entreprises, collectivement, n'arrivent pas à répondre à l'urgence climatique et à la clameur qui monte de la rue? Ça, c'est une bonne question. Et ce qui est intéressant, c'est que cette question, pour y répondre, il ne va pas falloir aller chercher dans les images satellites, ni dans les bilans comptables des entreprises, ni même dans les textes de loi des pays qui nous intéressent. Parce que la réponse à cette question, il va falloir aller la chercher dans la tête des décideurs. Alors quand un Français dit ça, on sent qu'il y a des gens qui vont un peu se serrer. Le fait est que les comités d'éthique ne vont pas nous laisser comprendre ce qu'il y a dans la tête des décideurs. En fait, de fait, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête d'un décideur, je ne sais à peine ce qu'il y a dans ma tête à moi. Par contre, je peux élaborer une théorie de l'esprit. C'est une explication de comment la personne en face de moi, de comment le décideur pense et prend des décisions. Alors, je vous propose de développer ensemble une théorie de l'esprit des décideurs pour comprendre pourquoi ce qu'ils décident ne fonctionne pas. Alors, cette théorie de l'esprit, elle va ressembler un peu à un sentier, encore en forêt, ou peut-être plus une expédition en montagne. Et avant même de commencer, notre décideur, il est confronté à une question. Et cette question, c'est: est-ce que tu as entendu parler de ce problème? Parce que s'il n'en a pas entendu parler, il ne sort même pas en expédition. Il ne se pose même pas la question. Et il est normal qu'il n'ait pas une action efficace. Mais aujourd'hui, il est difficile de ne pas avoir entendu parler de ça. Je ne pense pas que personne dans la salle aujourd'hui découvre en m'écoutant que la forêt pose problème, ou que ce qui se passe à la forêt pose problème. Donc la plupart des décideurs s'engagent sur ce chemin et laissent de côté cette première bifurcation. Ils ont entendu parler du problème. Et très vite, ils vont arriver à une deuxième bifurcation, une deuxième question, qui cette fois est: est-ce que c'est vrai ça? Et est-ce que ça arrive pour les raisons que l'on dit que ça arrive? Et il y en a beaucoup qui pendant très longtemps se sont arrêtés là. Ils sont sortis et ils ont établi leur camp là. Et ils ont rencontré des personnalités de premier rang françaises que l'on connaît, des ministres, des chercheurs. Ce qui nie l'existence du processus et récuse la causalité que la recherche a mis en évidence. Alors s'il y a quelque chose de bien avec 2019 et les calamités environnementales que l'on a traversées, c'est que cette position-là, elle est de moins en moins confortable. Et il y a de moins en moins de personnes qui sont satisfaites de rester là. Donc la plupart des gens qui un temps se sont posés là, devant l'accumulation d'évidence, devant l'accumulation des résultats scientifiques, disent: ok, je dois reprendre le chemin. Et ils repartent et disent: ok, c'est vrai, j'accepte. Ça arrive, et ça arrive parce que les hommes sont derrière ça. Et on repart en chemin. Et on a tous, sans doute, fait ce morceau de chemin, avant d'arriver à une autre bifurcation qui, cette fois, est très importante.
parce que la plupart d'entre nous, on va s'arrêter là. Cette fois, la question qui nous est posée, c'est est-ce que c'est important? Au final, est-ce que c'est vraiment important? Et il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là. Il y a plein de très bonnes raisons pour s'arrêter à ce camp de base. Pourquoi? Non, moi j'ai un bilan à rendre devant mes actionnaires dans un mois. C'est plus important. Non, moi mon problème c'est que j'ai une élection dans 2 ans. Ou peut-être mon problème, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que mes enfants ils n'ont rien à dîner ce soir. Ou j'ai pas de quoi boucler la fin du mois. Ou peut-être ce qui est important, c'est moi faire en sorte que je puisse me reconstruire. Ou peut-être ce qui est important, c'est que je suis en train de planifier la conquête de Mars, et ça va régler des problèmes. Ou peut-être, au contraire, que je vais développer des arbres artificiels qui vont capter le carbone. Et donc, ce n'est pas grave si la forêt disparaît. Il y a plein de très bonnes raisons, très légitimes, de rester sur ce camp de base. Chacun doit choisir ses combats. Mais certains d'entre nous ne sont pas satisfaits là. Pardon. Avant, il faut bien comprendre que tous ceux qui se sont arrêtés au camp de base ou dans les camps d'avant, s'ils prennent des positions publiques sur l'environnement pour lutter contre la déforestation, sont en train de faire du greenwashing. Tout simplement, ils ont considéré que ce n'était pas important ou que ce n'était pas vrai. Donc, certains ne sont pas satisfaits et continuent le chemin. Certains décideurs disent « oui, c'est suffisamment important pour que j'y engage mes ressources, mon temps, ma réputation ». Et là, on arrive devant quelque chose qui est surprenant. Parce que là, le chemin s'arrête. Encore une bifurcation. Et la question qui nous est posée à ce moment-là, c'est « mais est-ce que vous avez réussi à stopper la déforestation et à inverser la courbe ?» Et personne ne va plus loin. Manifestement. Quand on regarde les courbes, personne n'a encore pu répondre positivement à cette question. Donc, tous ceux qui avons continué le chemin, qui avons décidé que c'était suffisamment important pour y engager notre vie, avançons et on s'arrête à cette... Et là, on est obligé de bivouaquer. Et je peux vous promettre que ce bivouac, il n'est pas confortable. Parce que ceux qui sont dans ce bivouac, ils sont dans une situation de dissonance cognitive, entre un monde qu'ils veulent, qui n'est pas le monde auquel ils assistent. Les gens qui sont là-dedans sont en souffrance, et de là l'anxiété, parfois même la colère de ceux qui sont dans ce bivouac. On ne peut pas rester longtemps dans cette situation d'échec. On redescend, on dit non mais finalement j'arrête. Finalement c'est pas si important, je dois choisir d'autres combats, c'est trop dur. Mais il y a tout le temps des gens qui partent de ces bivouacs et qui essaient d'aller à la cime. Et nous sommes là, à l'endroit où je voulais vous emmener. À savoir, je veux que vous reconnaissiez l'existence logique, possible, d'un 5e type de décideur. Non pas celui qui n'est pas informé, ni celui qui nie, ni celui qui dit « c'est pas mon combat », ni celui qui essaye et échoue, mais la possibilité logique d'un 5e élément, que nous appelons les architectes, ceux qui ont décidé que c'était important et qui ont réussi à opérer cette transition. Et voilà, avec ça, nous avons une théorie de l'esprit complète. Je peux répondre à la question pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à enrayer la déforestation? Tout simplement parce que nous n'avons pas d'architecte. Tout simplement parce que ceux qui ont décidé d'aller continuer le chemin jusqu'au bivouac n'ont pas encore trouvé la solution. C'est donc pas un problème de volonté, c'est pas un problème de greenwashing, c'est simplement un problème de ne pas avoir été en capacité de trouver les solutions. Et alors à ce moment-là, normalement les films s'arrêtent. C'est le moment de suspense où le monstre est prêt à dévorer ceux qui essayent, qui sont dans le bivouac. Et là, dans les films, on tend la main et on trouve une épée. Et c'est à ce moment-là que moi, je tends la main et j'apporte ces outils improbables dont je vous ai parlé au début. Et ces outils improbables, ce sont des jeux. Ça fait 20 ans que nous développons des jeux avec les gens qui ont des difficultés pour gérer des écosystèmes, pour les aider à comprendre la complexité et ensemble trouver des solutions. Chaque fois que je fais jouer, je vois émerger des architectes. Mais si je fais jouer des personnes qui n'ont pas le pouvoir de changer le monde, ces architectes se font happer à nouveau. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais donc devoir
terminer mon propos, mais vous voyez que je vous ai maintenant pratiquement ramené jusqu'au point initial. Je veux juste vous raconter une séance de jeu particulière. Ça fait 5 ans que j'en fais, j'en ai fait jouer des centaines. Je vais vous en raconter une. C'était l'année dernière avec le personnel du WWF, aux Pays-Bas. 40 joueurs, donc trop, on les a séparés en 2 tables. On les a fait jouer pendant une journée. C'est la photo que vous voyez ici. À la fin de la journée, on leur a demandé ce qui s'était passé et on a mesuré leurs résultats sur des indicateurs environnementaux, sociaux et économiques. Alors le premier qui a pris la parole, c'est un joueur de la table de gauche qui a dit « Tout s'est passé exactement comme je l'ai voulu. J'ai exigé de mes compagnons qu'ensemble nous allions faire un bras de fer avec l'industriel pour obtenir des meilleurs contrats pour la livraison de nos produits agricoles. Avec ces meilleurs contrats, nous avons pu dégager un bénéfice qui nous a permis de racheter progressivement les autres. Et au final, nous avons forcé tout le monde à se rallier à notre cause. Le résultat, vous le voyez, tout le monde est satisfait et tous les indicateurs sont au vert. » Objectivement, il avait raison. Cet homme-là avait imposé sa volonté au système. Sauf que, autour de lui, tous les joueurs avaient les bras croisés. Et il y en a même un qui l'a regardé, qui a dit « Tu as raison, mais si je peux te planter un couteau dans le dos, je vais le faire. » La violence verbale était vraiment là, et il a été totalement déstabilisé. Moi, en tant que facilitateur, j'ai alors donné la parole aux autres joueurs, à l'autre table. Et là, c'est une joueuse qui a raconté son histoire. Et elle dit « Je me suis tourné vers mes voisins, j'ai regardé quels étaient leurs besoins, ils ont écouté les miens, on a vu qu'on avait des intérêts en commun. Et ensemble, on est allé porter une proposition à l'industriel qui a compris que c'était dans son intérêt bien compris, sur le long terme, de pérenniser son approvisionnement. Et du coup, on a fait un accord qui était bénéfique et ça a attiré les autres qui sont progressivement venus. Vous voyez la différence ? Le premier a imposé sa volonté sur les autres. La deuxième a laissé émerger les processus collectifs. Les résultats, objectivement, étaient les mêmes, aussi bien sur les aspects sociaux, environnementaux et économiques. Mais il y en a un qui était durable et l'autre non, parce que tous les joueurs de cette table se sont levés et ont dit « je veux quitter ce pays et je veux aller vivre là ». Voici comment émergent les architectes. Ce n'est pas par une imposition de la volonté, ce n'est pas le boycott sur l'île de Palme, ce n'est pas planter les arbres, ce n'est pas devenir vegan, ce n'est pas de dire ce qu'il faut décider, mais apprendre à décider autrement. Et voilà, maintenant je vous ai vraiment ramené au point de départ. Vous comprenez maintenant le sens de la proposition que je vous ai fait, que je vous ai décrit au début. Des ateliers pour laisser émerger les architectes de demain dont nous avons besoin. Alors ce ne sera peut-être pas au lac de Caume, ce ne sera peut-être pas en juillet, ce ne sera peut-être pas Melinda Gates, mais ce n'est pas grave, c'est l'idée qui est importante. Et je vous invite, tout un chacun, si vous vous retrouvez dans ceux qui sont dans le bivouac, en souffrance, de devenir vous-même architecte et de venir nous aider à poser cette première pierre et les suivantes. Je vous remercie.